Maire de ce journal, la colère des populations de la vallée du fleuve Sénégal à Dakar. Manifestation cet après-midi pour réclamer de meilleures conditions de vie et pour dénoncer le chômage endémique chez les jeunes. Également au sommaire, l'appel à l'aide de la famille d'une femme qui aurait été kidnappée alors qu'elle se rendait à Thiaroye. La gendarmerie a ouvert une enquête. Les pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest et la Guinée se désolidarisent des pays de l'UEMOA qui ont adopté l'ECO comme précurseur de la monnaie unique de la CEDEAO. Les détails dans ce journal. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane Niang, bonjour à tous. En Guinée-Bissau, des membres de la Commission nationale électorale cible de menaces et d'injures, le collectif des avocats de la CNE monte au créneau. Un suspect des attentats qui ont frappé le Burkina et la Côte d'Ivoire en 2016, inculpé par la justice américaine, Mimi Ould Baba y aurait joué un rôle central. Et puis sur la formation d'un gouvernement d'union nationale au Soudan du Sud, la communauté internationale s'impatiente. Washington surtout met la pression sur Salva Kiir et Riek Machar selon RFI. A tout à l'heure, Anna Rocha, pour les détails. Les titres sport, cher Tidiane Gagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymane, et bonjour à tous. Début ce vendredi du relais de la Sénégambie, 300 km à courir entre Banjul et Dakar. Nous vous ferons le portrait atypique d'un coureur. Il s'agit de Sada Baldé, ce sera avec Abdou Diouf Junior. On va aussi s'intéresser au football avec l'entame de la 8e journée de la Ligue 1 de foot chez nous. Ce sera demain, samedi, à suivre particulièrement la sortie du leader, Teungueth FC. À Sadi, ce sera contre Diambar. Et puis nous allons aussi nous intéresser au football à l'étranger. C'est pour parler donc du foot avec la Coupe de France. C'est l'étape des 16e de finale, l'Olympique de Marseille qui se déplace chez Granville. Le développement dans le journal des sports que vous nous présenterez, cher Tidiane Gagne, à tout à l'heure. Et puis, point de vue sur les mesures fiscales pour améliorer les recettes de l'État dans l'élargissement de l'assiette fiscale et les risques d'augmentation des prix. Nous en parlerons avec nos deux débatteurs à la fin de cette édition mise en onde par Alioune Ba, coordonnée par Pape Omar Diaw. Les populations du Dané Mayo marchent à Dakar de la place de l'Obélisque au rond-point de la RTS. La manifestation est prévue à partir de 15h ce vendredi, une marche qui, selon les organisateurs, vise à réclamer de meilleures conditions d'existence à travers la réalisation d'infrastructures de base. Il dénonce également le chômage des jeunes. Je vous propose d'entendre Aaron Gueye, le coordonnateur de ces populations, au micro de Barthélémy Ngom. Nous organisons cette marche pour revendiquer les problèmes que vivent les populations de Dané-Mayo, concernant surtout le problème le plus important, c'est le problème d'enclavement. Nous voulons effectivement montrer à la face du monde effectivement les problèmes que nous vivons dans la zone de Dané-Mayo. Il y a les problèmes qui concernent aussi les revendications sociales, concernant l'accès à l'eau et à l'électricité, la construction de lycées et de centres de formation. Quand nous disons la construction de lycées et de centres de formation, c'est pour effectivement de permettre aux jeunes d'avoir une formation adéquate, pouvoir effectivement résolver ce problème d'emploi. Surtout, effectivement, il y a la dépétition scolaire concernant, parce qu'il n'y a pas assez de lycées là-bas. Nous sommes une zone frontalière. Parce que, la zone est vraiment là, c'est une frontière un peu poreuse. Donc, nous sommes confrontés à un problème de sécurité. Donc, on aimerait quand même qu'il y ait au moins des postes de gendarmerie pour pouvoir effectivement couvrir les populations en sécurité. Le domaine de la santé aussi. Les immigrés ont beaucoup fait comme concernant la santé. Ils ont construit comme vraiment là des cadres de santé et tout ça. Mais maintenant, on aimerait quand même que l'État les accompagne dans ce cadre pour essayer de relever effectivement le plateau technique sanitaire et pourquoi pas des centres de santé. Cette manifestation des populations du Dané Mayo cet après-midi à Dakar a été autorisée par le préfet de Dakar. Marche ce matin du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale. C'est pour réclamer l'application du système LMD, licence master doctorat, à l'ENDSS, un recrutement transparent du personnel dans la fonction publique, entre autres revendications. Les syndicalistes annoncent le dépôt d'un autre préavis de grève au mois de février. Ils menacent de paralyser le secteur. Chersek, leur porte-parole, au micro d'Oumo Kalsomli. Nous exerçons un droit acquis. Nous avons fait une déclaration et le préfet a donné aux autorités, en tout cas à la police, de nous encadrer. Malheureusement,
on a limité ce droit syndical. Parce qu'arrivant presque à quelques 30 mètres du ministère, vous avez vu comment on a barricadé le système pour nous empêcher d'y aller. Hier même, le préfet m'a appelé pour essayer de me signifier. Je lui ai fait savoir, moi, en tout cas en mon humble avis, que je ne prendrai pas le risque de me mettre devant un service où des personnes à mobilité réduite doivent entrer et sortir. Maintenant, si vous voulez prendre ces responsabilités, prenez. Le matin aussi, le commissaire m'a convoqué et m'a réitéré la même chose. En quittant, je lui ai dit, moi, il y a quelque chose que la Constitution me donne. Un arrêté ne peut pas être au-dessus ni d'une loi, ni d'un décret. Un arrêté doit avoir un visa. Quand on parle de visa, c'est des références. Et ces références ne peuvent se faire qu'en dehors de la Constitution sénégalaise. En termes de revendication, c'est un système qui doit s'améliorer. Un système qui doit s'améliorer, c'est d'abord de bonnes conditions de travail pour ceux qui sont en train d'exercer. Nous nous réveillons très tôt parce que les malades viennent très tôt au niveau des services. Les gens habitent parfois Kermassar et Djamnyang et à les risques et périls. Ils doivent se réveiller à 4h du matin pour au moins être là à 7h pour commencer le travail. Ça, c'est de 1. Ce sont les mêmes qui sont au niveau du laboratoire. Parce que quand vous arrivez tôt, on vous fait des prélèvements sanguins parce que le clinicien qui a fait sa sémiologie a besoin des résultats de diagnostic. Mais c'est les gens au labo. S'ils arrivaient à 10h, ils n'allaient pas faire les prélèvements et filtrements. Une fois que c'est fait, que ce diagnostic à la radio, le collègue là est là. C'est eux-mêmes qui font les examens radiologiques, le scanner, les examens radio, les échographies et autres. C'est pour permettre aux cliniciens d'avoir les résultats pour établir son diagnostic. Une fois c'est fait, le malade qui doit être opéré au niveau du bloc opératoire, le chirurgien seul n'opère pas. Le chirurgien a besoin à ses côtés d'instrumentistes et d'anesthésistes réanimateurs. Mais les anesthésistes réanimateurs, pourquoi on ne les reclasse pas dans le nouveau corps? Est-ce que vous comprenez? Mais on prend une seule personne qui a son corps, il le mérite. Je vous le disais dans les titres, une femme de 36 ans kidnappée depuis hier à Keur Mbaye Fall. Ses ravisseurs ont même appelé son mari pour l'en informer. Koumbakan, mère de 4 enfants, a été enlevée alors qu'elle se rendait au marché Thiaroye. Sa famille, dans le désarroi, demande l'aide des autorités. Puis la gendarmerie a ouvert une enquête. Abdou Diouf Diagne. Voilà le dernier mot qu'a laissé Koumbakan à sa famille établie à la cité poste de Keur Mbaye Fall. Depuis, cette mère de famille reste introuvable. Mouslikan, sa belle-sœur très affectée, témoigne. À ses ravisseurs, les membres de cette famille très affectée demandent la libération de Koumba. Parce que ñun mënuñu wax dara ndax xamaguñ lan moo xew mais xam nañ ne moom dañ koo téye xamuñu nag lan moo tax ñu téye ko non kenn mosul woote laaj ñu xaalis depuis numéro boobu mu woo ñu mënutuñ ko jot. Pour élucider l'affaire, la gendarmerie a ouvert une enquête, comme nous l'a fait savoir Ndeye Astou, sa sœur. daf ma doon woo ndax da doon xool numéro am pour journée bi ñi jotoon a wax ak moom ñëpp mu gis sama numéro mu ma doon woo di ma laaj lanam nga ak loo ko doon doyee ma ne ko boobu dama ko soxla woon di ko woo dañuy def ay enquête. Les populations de la cité poste de Keur Mbaye Fall apportent leur soutien à la famille de Koumbakan. Depuis la disparition de cette mère de 4 enfants, la maison ne désemplit toujours pas. RFM Keur Mbaye Fall, Abdou Diouf Diagne. Pour moi, RFM, c'est la radio la plus proche de la population. RFM, toujours plus proche de vous. La problématique de la monnaie unique dans la CEDEAO avec les États membres de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ZEMAO, qui se démarque de l'éco-UEMOA. Un économiste, cette nouvelle donne risque de, selon un économiste, cette nouvelle donne risque de créer des frictions entre États membres de la CEDEAO. Mais le professeur Ababakar Dieng souligne qu'il faut tout faire pour sauver l'éco-CEDEAO, car ce sont les grands ensembles qui peuvent s'en sortir le mieux. Il est au téléphone avec Georges Détié-Diop. Je pense que malheureusement, ça risque de créer des frictions entre les pays membres de la CEDEAO, puisque vous avez décidé de mettre en place une monnaie, donc éco, mais au niveau de la zone CEDEAO, avec un régime d'échange flexible. Or, il se trouve que les pays de l'UEMOA ont en fait, entre guillemets, devancer cette mise en place en disant qu'ils vont mettre en place l'éco. Mais bon, c'est pour ça que nous, on pense que c'est éco-UEMOA. Pourquoi? Parce que dans éco-UEMOA, c'est la fixité qui continue. Alors que dans éco-CEDEAO, c'est un autre régime de change. Donc, déjà, c'est deux choses radicalement différentes.
dès le début, moi, je m'inquiétais sur cet état des choses parce que pourquoi se précipiter pour mettre en place une monnaie éco-UEMOA alors que c'est une monnaie éco-CEDEAO? Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un système capitaliste où actuellement seuls les grands ensembles peuvent s'en sortir. Donc, mieux vaut avoir une zone CEDEAO, une zone UEMOA. Bon, ben c'est vrai qu'il y a des craintes de certains pays par rapport aux géants Nigeria, qu'on peut qualifier d'indisciplinés, etc. Mais bon, je pense qu'avec des règles très précises, les négociations pragmatiques, je pense qu'on peut les amener à la raison. Donc, être beaucoup plus discipliné. Mais bon, il me semble que mieux vaut tout faire pour sauver l'éco-CEDEAO, à mon avis. À mon humble avis, bien sûr. Toujours dans l'actualité économique, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal dénonce une concurrence déloyale de certaines entreprises étrangères installées au Sénégal, lesquelles font dans la production et la vente au détail. Une situation qui, selon l'ACIS, risque de plomber le secteur. Le président du comité scientifique de l'ACIS était l'invité de RFM Matin. Omar Cissé demande à l'État d'intervenir. Ce qui menace le secteur dans lequel nous sommes, le secteur informel, c'est la concurrence déloyale étrangère. Les Chinois et les Indiens sont en train de faire des ravages au niveau du commerce. Aucun commerçant actuellement ne peut concurrencer ces deux mentors-là. Ils sont forts, ils sont puissants économiquement, ils ont envahi pratiquement tout le Sénégal. Nous, ACIS, on ne dit pas que ces étrangers-là ne doivent pas venir au Sénégal travailler, investir. Non, on ne dit pas ça. Mais il faut qu'on régule ça, il faut qu'on organise cela. Je veux comme exemple l'usine Taille-Fort que le président de la République inauguré la fois dernière. L'idée est bonne, hein? Nous, Sénégalais, nous voulons que notre pays soit industrialisé. Mais il faut quand même que tout cela soit organisé. On ne peut pas être une usine, un producteur et un distributeur, voire même détaillant. Et c'est le cas, malheureusement, c'est le cas. Donc là, il faut que l'État, le plus rapidement possible, réagisse. Sinon, je ne parle pas de Barça ou de Barça, mais on va aller au-delà de cela, croyez-moi. Donc là, c'est valable pour les Chinois au niveau des carreaux, au niveau du tissu, comme chez les Indiens. Eux aussi, ils ont envahi le terrain d'une façon vraiment anormale. En quelque sorte, c'est du dumping. Et là, aucun pays ne doit l'accepter. En tout cas, nous ne l'acceptons pas au niveau de ACIS. Et on va parler à qui de droit, au cas échéant. Maintenant, on va voir, on va faire un plan d'action. Là, on ne peut pas négocier ça. Parlons maintenant de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises de la zone centre du Sénégal. Le bureau de mise à niveau vient en appoint aux PME des régions de la dite zone. En collaboration avec la Chambre de commerce de Kaolack, ils ont signé une convention de partenariat avec la coopération technique allemande qui a mis 1 milliard de francs CFA à la disposition des entreprises des 6 régions du Sénégal. Ibrahim Diamé. Les entreprises, petites et moyennes entreprises des régions de la zone centre et de Dakar pourraient donc profiter de la perche tendue par la coopération allemande pour dynamiser davantage leurs activités. 1 milliard de francs CFA est mis sur la table par la GIZ pour améliorer la compétitivité des PME bénéficiaires. Ibrahim Diouf, directeur du bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal. C'est un programme d'un montant de 1,5 million d'euros, soit 1 milliard de francs CFA, qui poursuit l'objectif d'accompagner les entreprises, les petites et moyennes entreprises à créer beaucoup plus de valeur, mais aussi à créer beaucoup plus d'emplois pour les régions concernées. C'est dans ce sens justement que la GIZ, en collaboration avec la Chambre de commerce de Kaolack, a signé une convention avec le BMN, Oumou Diopsi, responsable du volet PME de la GIZ. Et c'est un programme qui cible principalement la création d'emplois. Donc ça, c'est l'objectif majeur que le programme s'est fixé. La signature de convention a été faite à la Chambre de commerce de Kaolack en présence du président Serigne Mboup. Aujourd'hui, le fait qu'ils ont installé un bureau ici, cela permettra des entreprises installées à Kaolack de pouvoir avoir l'appui des bureaux de mise à niveau et de ne pas se déplacer à Dakar. Parce que vous savez bien, pour une petite entreprise qui fait 12 millions de chiffre d'affaires annuel, vous lui demandez d'aller à Dakar pour chercher de l'appui, de rester un moment là-bas, ça coûte excessivement cher. Au moins une quarantaine d'entreprises des régions concernées, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Dakar et Thiès, pourront bénéficier de cet accompagnement. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale.
À 12h, bientôt 15 minutes. Anna Rocha, rebonjour. Rebonjour, Souleymane. La Guinée-Bissau d'abord, où la Commission nationale électorale fait l'objet de menaces. 15 jours après la publication des résultats de la présidentielle, le président de la Commission électorale bissau-guinéenne et 3 autres membres de l'institution font l'objet d'injures et de diffamations. Le collectif des avocats de la CNE alerte l'opinion publique. Bissau, la correspondance de Noah Mankali. La dénonciation a été transmise à la presse par le représentant du collectif des avocats de la Commission nationale électorale, José Paulo Semedo, lors d'un point de presse tenu dans les locaux de la dite institution. José Paulo Semedo. Nous voulons attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale que le président de la commission électorale fait l'objet de plusieurs accusations, menaces et injures. Il n'est pas le seul. Le secrétaire exécutif et les 2 secrétaires adjoints en sont également victimes. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Par ailleurs, l'avocat a par contre démenti les informations qui circulent, soit disant que le président de la commission nationale électorale, José Pedro Sambou, a été kidnappé. On rappelle que le candidat malheureux Domingos Simões Pereira, soutenu par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PAIGC, continue de ne pas reconnaître les résultats du second tour publié le 1er janvier dernier et qui avait donné la victoire au général Oumar Sissoko Embaló, soutenu par le mouvement pour l'alternance démocratique MADEM G15, parti dissident du PAIGC. Nouamen Bissau, RFM. Sur les attentats à Ouagadougou et Grand Bassam, un Malien a été inculpé aux États-Unis. Mimi Ould Baba, actuellement en détention au Mali, a été inculpé pour avoir joué un rôle central dans ces attentats de 2016 selon la justice américaine. Il a été arrêté en janvier 2017 par les soldats français. Salimata Aou. Âgé de 32 ans, Mimi Ould Baba était déjà détenu au Mali et inculpé par la justice américaine. Il est accusé d'avoir aidé à préparer l'attaque du 15 janvier 2016 contre le café-restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendide de Ouagadougou. Mimi Ould Baba est aussi cité dans l'attaque du Grand Bassam du 13 mars 2016. Il avait été arrêté en janvier 2017 par les soldats français déployés dans ce pays. Les autorités burkinabées l'avaient identifié 2 mois plus tard comme le chef des opérations de l'attaque de Ouagadougou. L'attentat de Ouagadougou avait fait 30 morts, majoritairement des Occidentaux, une attaque revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI et le groupe Al-Mourabitoun de l'Algérien Mortar Belmokhtar. Au Soudan du Sud, la formation d'un gouvernement d'union nationale piétine toujours. L'accord de paix a été signé depuis 1 an et demi et il ne reste plus que 5 semaines au président Salva Kiir et son rival Riek Machar pour concrétiser. Les 2 hommes se sont vus pendant 2 jours à Juba pour tenter de débloquer les négociations selon Radio France Internationale. Washington en particulier s'impatiente. La semaine dernière déjà, les États-Unis ont imposé des sanctions financières contre le vice-président sud-soudanais accusé de saboter la mise en place du gouvernement de transition. Le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines est attendu à Juba dans les prochains jours, Souleymane. Anna Rocha, merci. Point de vue dans une dizaine de minutes, nous parlerons aujourd'hui des mesures fiscales pour améliorer les recettes de l'État et plus particulièrement de l'élargissement de l'assiette fiscale et du renforcement de la pression fiscale, ainsi que des risques d'augmentation des prix. Et pour en parler, nous serons avec le journaliste économiste Abdou Diaw, avec l'économiste enseignant-chercheur professeur Mounir Ndiaye. L'actualité sportive avec vous, cher Tidiane Diagne. Rebonjour. Rebonjour à vous, Souleymane. Début ce vendredi du relais de la Sénégambie, 300 km à courir entre Banjul et Dakar, pour davantage raffermir les relations confraternelles entre le Sénégal et la Gambie. Nous allons à la découverte d'un coureur atypique. Son nom, Sada Baldé, 30 ans. Il est passé des sapeurs-pompiers à l'association sportive des forces armées. Il doit ce changement de statut à ses pieds et à ses poumons. Cet athlète vit sa passion. Fils de militaire, Sada Baldé a rejoint l'armée qui lui a permis de vivre son rêve. Marié, père de 2 enfants, il promet de s'illustrer au relais de l'intégration. Abdou Diouf l'a rencontré.
Je m'appelle Sada Baldé, je suis caporal dans l'armée. J'ai été sapeur avant de venir ici à l'ASFA. Son rêve se poursuit. Sada Baldé vit sa passion. Il adore courir. Je suis passionné du sport, ça fait partie de mes rêves. Il est passé de soldat du feu à soldat en feu, le feu dans les jambes. L'ASFA, c'est l'élite militaire. Il sélectionne les meilleurs athlètes dans les corps militaires. Il y a les gendarmes, les paras, commandos et autres pour les rassembler ici. Ce n'est pas un hasard si Sada Baldé fait partie des meilleurs. J'étais à Kola, je faisais l'athlétisme avant d'aller dans l'armée. Mon père est militaire, c'est lui qui m'a poussé à aller dans l'armée en fait. Je lui disais, si je pars dans l'armée, est-ce que je vais pouvoir continuer le sport? Il m'a dit oui, tu vas pouvoir continuer. Je suis parti en mai 2011. Donc là, vous vivez vraiment votre passion? Oui, vraiment, je vis vraiment mes rêves. Vous êtes un homme heureux? Très heureux même. Capable de sourire pour montrer que vous êtes heureux? Oui, toujours même. Ce sourire est un leurre, même s'il est sincère. Sada Baldé est un militaire rigoureux et sérieux, prêt à tout pour défendre son terrain. Au niveau des pompiers là-bas, il faut être prêt physiquement pour pouvoir faire les interventions correctement. Parce que pour intervenir dans les feux ou dans le niveau aquatique, si tu n'es pas fort physiquement, ça ne passe pas. Du coup, les gars, ils s'entraînent du lundi au vendredi. Si vous voulez soutirer à ce jeune Peul un sourire, parlez-lui de sa passion, la course, mais surtout de sa famille. Je suis marié, je suis père de 2 enfants. Quand tu me vois là, tu dis que je suis un enfant, j'ai 30 ans. C'est l'espoir. Je suis marié, je suis père de 2 enfants. J'ai ma femme qui est à Kola. Et oui, mais les choses sérieuses démarrent ce vendredi. L'ASFA a besoin de Sada Baldé pour remporter son 2e relais de l'intégration. L'année passée, c'est nous qui avons gagné. Cette année aussi, on compte refaire la même chose. Football, Ligue 1, le leader Teungueth FC en danger ce week-end. C'est prévu demain à 16h30 à Saly. Teungueth FC qui occupe la place de leader avec un point d'avance sur son dauphin. Autre match prévu donc demain samedi à 16h30 à Denis Biramdao, Génération Foot, y accueille le SNEPS Excellence de Thiès, le promu. Le Giraffe qui a le vent en poupe pour avoir enchaîné avec 2 victoires de suite accueille demain à 17h le Stade de Mbour. Dimanche pour la suite à 16h30 Niaritali contre Casasport de Ziguinchor. Les insulaires de l'Union sportive de Gorée seront en danger au Stade Caroline Faye de Mbour pour y jouer Mbour Petite Côte. À 17h toujours ce dimanche, AS Pikine accueille les Gablous de l'AS Douane, battu le week-end dernier par Teungueth FC qui a par la suite pris la première place au classement de la Ligue 1 sénégalaise. Et puis l'autre rencontre va mettre aux prises Niambour de Louga au promu Dakar Sacré-Cœur. Et puis nous parlons toujours football, mais cette fois-ci à l'étranger. Nous allons d'abord nous intéresser au football français qui est à sa 16e, qui est à l'étape plutôt des 16e de finale de la Coupe de France, l'Olympique de Marseille qui joue ce soir contre la formation de Granville. Hier, Pau, une équipe de nationale a surpris les Girondins de Bordeaux sur le score de 3-2. En Espagne, début de la 20e journée. C'est prévu donc pour aujourd'hui. Les Ganes jouent contre Alaves, mais il faudra retenir que les deux mastodontes jouent pendant ce week-end aussi. Il s'agit du Real Madrid qui va jouer donc demain samedi contre l'équipe de Séville. Autre match pour le FC Barcelone qui occupe présentement la place de leader. Le FC Barcelone donc qui va jouer dimanche en début de soirée contre l'équipe de Granada. En Angleterre, c'est la 23e journée qui va se jouer dès demain. Il faudra préciser que Liverpool joue dimanche à partir de 16h30 contre Manchester United. Liverpool solide leader. Mais avant cela, dès demain, Watford Ismaïla Sarr accueille Tottenham sans Harry Kane blessé et qui va rester jusqu'au mois d'avril avant de rechausser plutôt ses crampons. Arsenal joue donc demain aussi à partir de 15h contre la formation de Sheffield, entre autres rencontres de la Première Ligue anglaise qui est à sa 23e journée. Et puis Souleymane, nous allons terminer avec cette jeune fille du nom de Maïmouna Niang, élève en classe de 4e, vainqueur d'une médaille d'or lors des championnats d'Afrique cadet et qui se sont déroulés à Bamako. C'était le week-end dernier. Elle est rentrée au relais avec une médaille en or. Elle a été accueillie telle une reine dans son fief à Kayar, chez Ranta Diop. Maïmouna Niang, pensionnaire du dojo Sabé de Kayar, cette native de Kayar vient de décrocher la médaille d'or en karaté catégorie cadette aux Jeux de l'IOMOA tenus au Mali. Dans une compétition Mali, championnat ouest, 15 pays. C'est une compétition qui regroupait 15 pays d'Afrique. Dans la catégorie cadette, j'ai remporté la médaille d'or. Moins de 47 kilos. Dans ma catégorie, j'ai fait la médaille d'or. Cette fille qui a porté les couleurs nationales est une fierté pour les populations de Kayar, selon le maire Alundoy. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction, de fierté, mais aussi vraiment un grand honneur pour d'abord le Sénégal, ensuite pour la région de Thiès, le département de Thiès, mais surtout pour la commune de Kayar, qui a vu aussi sa fille, son fils décrocher la médaille d'or aux Jeux de l'IMOA au Mali. Et
C'est une fille, une jeune fille qui est à l'école, mais qui n'a ménagé aucun effort. Après avoir devenu championne du Sénégal en catégorie cadette, elle est partie au Mali où elle venait de décrocher la médaille d'or. Et c'est un grand plaisir et un grand honneur, surtout pour la commune de Kayar, et surtout pour le développement du karaté au niveau de Kayar et des arts martiaux en général. Et à ce niveau, le maire de Kayar se félicite du travail fait par l'entraîneur du dojo Sabé de Kayar et son staff. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Retour sur Dakar, c'est avec vous pour la suite du journal Suleiman. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. La presse de ce vendredi 17 janvier 2020, lue et commentée par Georges Déthié-Diop. Entre connivence, consensus et dissension, enquête se fait ainsi l'écho de la deuxième réunion du comité de pilotage du dialogue national. Selon le journal, les acteurs politiques présents aux concertations ont dansé la même musique. Pendant ce temps, notre confrère, des voix s'élèvent au sein de la société civile pour dénoncer une connivence. Pour Moundiaï Cissé, par exemple, le dialogue national a fini de diviser l'opposition sénégalaise. Quant à Birahim Seck, il affirme que l'opposition présente au dialogue joue le jeu du pouvoir. Le journal Source A rend compte de la réunion et s'arrête sur le cas Elentine. Et pour cause, lorsqu'elle a voulu intégrer le comité de rédaction du règlement intérieur au nom du groupe des personnalités qualifiées, Elentine a été récusée au profit de l'ancien député Mamadou Bammandiaï. Finalement, il a fallu que le grand serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne, lui cède sa place au nom des chefs coutumiers pour que l'ancienne députée et chef de file du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail puisse enfin trouver un point de chute. Et le règlement intérieur a été adopté hier. Les Échos nous apprend à ce propos qu'il a été rédigé par Momar Sam, Maître Ousmane Sey, Saliou Sarr et Diakaria Diaw. Pour ce qui est du bureau, le journal informe qu'il sera formé lundi prochain. Hier, le déjeuner et les perdièmes ont été évoqués, mais en coulisses, racontent les Échos. Certains ont confié au journal qu'on les a retenus jusqu'à 16h sans leur donner à manger, sans leur rembourser le transport. Un membre du comité peste même que si Famara a un parcours qui lui permet d'être à l'abri du besoin, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Le président du comité de pilotage sur qui l'observateur a mené une enquête. La double face de Famara Ibrahima Sagna. L'observateur a tenté, dit-il, de dévisager l'homme qui se cache derrière de grosses lunettes noires. Une icône de la République qui a longtemps pratiqué l'État avant de lui servir de conciliateur. Un homme condescendant et trop exigeant. Un autre homme dans l'observateur, Moustapha Cisselo. Il a rencontré hier le chef de l'État. Audience qui a permis de dissiper les malentendus. Selon l'observateur, c'est désormais la paix des braves. D'ailleurs, Cisselo confie au journal que désormais le président Sall et lui se sont compris et que le chef de l'État lui a même donné des orientations qu'il va suivre à la lettre. Pendant que Cisselo était en audience avec Macky Sall, le ministre de la fonction publique rencontrait les syndicats d'enseignants dits représentatifs. Le G7, rencontre qui s'est soldée par un échec si l'on se fie à Sud Quotidien. Selon le journal, les syndicats n'ont obtenu aucun élément concret pour suspendre le premier plan d'action. Conséquence, de débrayage est maintenu le mercredi 22 janvier, tout comme la grève totale prévue le lendemain 23 janvier. Et ces craintes d'une hausse généralisée des prix dont fait état Vox Populi. C'est l'UNACOIS qui sonne l'alerte. En cause, la loi de finances rectificative de 2020 prévoit une hausse de 12% sur les impôts des importations. Et pour l'UNACOIS Diapo, cela risque d'entraîner une hausse des prix qui sera insupportable pour les consommateurs et ménages sénégalais. L'écho à présent, la monnaie unique de la CEDEAO, ça se complique. L'AS nous apprend que 6 États de la CEDEAO se démarquent. Il s'agit du Nigeria, du Ghana, de la Gambie, la Sierra Leone, du Libéria, de la République de Guinée. Le quotidien renchérit que les pays hors CFA désavouent Ouattara. Selon l'AS, ils ont exprimé leur suspicion avant de se démarquer de la déclaration de Ouattara de faire de l'écho la monnaie unique de la CEDEAO. Ces 6 pays proposent plutôt l'adoption d'une nouvelle feuille de route révisée du programme de la monnaie unique. L'AS, comme le quotidien, rapporte que ces pays l'ont fait savoir hier dans un communiqué publié à l'issue de leur rencontre d'Abuja au Nigeria. À Kermbaïfal, c'est un kidnapping présumé qui fait débat. Selon les Échos, Kumbakan, mariée, mère de 4 enfants, a disparu depuis 48 heures. Elle a appelé son mari avec un numéro d'autrui et lui a confié ses 4 enfants. La gendarmerie tente de tracer l'appel, mais déjà le frère dément la demande de rançon. Sport pour terminer à la une de Record,
CAN 2021, Sénégal-Guinée-Bissau de mars, Cissé veut jouer au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. À la page de titre du quotidien Stade, les deux gardiens de l'équipe nationale du Sénégal. Le journal indique que Gomis et Mendy sont performants en Ligue 1 française. Titre du journal, le Sénégal vole haut dans les buts. Alfred Gomis, gant de fer, Edouard Mendy dans la continuité. À vos kiosques et bonne lecture.